Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour pour ceux qui nous accompagnent depuis maintenant presque 3 jours. On a commencé jeudi soir avec ces rencontres organisées dans le cadre de cet événement sur les épaules des géants. Je suis ravi d'être avec vous et de vivre tous ces moments passionnants ensemble. Dans l'après-midi, avant d'accueillir le scientifique qui va nous faire la présentation dans un instant, qui s'appelle Yves Sirois, je vous fais un petit point sur les derniers grands rendez-vous qui nous attendent sur la scène ici du pôle Simone Veil. À 15h45, ça s'annonce vraiment passionnant avec 2 astrophysiciens. Il y a Francis Rocard qui sera en compagnie de Sylvestre Maurice. Tous deux sont des passionnés, des spécialistes de la planète Mars, et ils vont nous parler de l'exploration martienne passée, c'est-à-dire tous ces robots qu'on a envoyés sur la planète rouge, pour y faire quoi, pourquoi on s'acharne spécifiquement sur cette planète. Et puis ils nous parleront ensuite des projets futurs, c'est-à-dire ce qu'on s'apprête à faire dans les prochaines années, et puis peut-être dans un passé un peu plus lointain. Est-ce que nous enverrons des astronautes sur Mars? Quelles difficultés ça représente? On parlera aussi un peu de la Lune dans cette rencontre. Donc c'est vers 15h45, et c'est vraiment à ne pas manquer. On parlera notamment du rover Persévérance. Vous l'avez peut-être vu en rentrant dans la salle. Il est tout au fond de la salle. C'est la copie conforme d'un des robots qui crapahute à la surface de Mars en ce moment. À 18h, nous avons rendez-vous ici sur scène avec une astronaute, la première astronaute française, Claudie Aigneret, qui viendra nous raconter la vie dans l'espace, sa vie d'astronaute, ce qu'elle a vécu en impesanteur. Elle sera interrogée pour ce grand entretien par Mathieu Vidard. Mais tout de suite, nous avons rendez-vous avec un physicien, médaille d'argent du CNRS. Il va nous emmener dans un grand voyage à travers l'espace et le temps. Il va être question de Big Bang, d'infiniment grand et d'infiniment petit. Il est directeur du laboratoire Le Prince Ringuet à l'École Polytechnique. Je vous demande d'accueillir Yves Sirois, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui dans des journées de médiation scientifique. Ma présentation, attendez, je vais y revenir. Si elle s'affiche à l'écran. Ça devrait arriver dans quelques instants. Nous y arrivons. Donc, ma présentation va porter sur... Donc, on a le thème de ces journées de médiation, c'est les 2 infinis. Et ma présentation va porter sur peut-être une approche un petit peu différente. Vous avez eu des présentations excellentes d'Étienne Klein qui a parlé de l'atome, Roland Hauck vous a parlé des interactions fondamentales, Nathalie Besson vous a parlé du modèle standard de physique des particules. Je vais choisir donc un angle un petit peu différent. Je vais vous parler de la matière des origines, ou plutôt de l'origine de la matière. Mais avant tout, on va déjà se rappeler un petit peu c'est quoi les 2 infinis. Ben voilà, c'est l'infini, ça part dans les 2 directions, vers l'infiniment grand, vers l'infiniment petit. A priori, ils ne sont pas supposés de se rencontrer. On a longtemps pensé qu'ils ne se rencontraient pas, et c'est quelque chose d'assez nouveau finalement en physique, qu'on peut aller vers l'infiniment grand et l'infiniment petit, et ces 2 infinis se rencontrent, d'où le slogan qu'on utilise beaucoup dans nos domaines, qui est le slogan de la physique des 2 infinis. Peut-être pour le représenter, ce qui est le mieux, c'est ce qu'on appelle un ouroboros. Donc ça, c'est l'ouroboros cosmique. Et on peut remonter donc de... Oups, pardon. J'ai ici... Ah, il manque un petit truc en bas. C'est pas grave. On peut remonter donc par la gauche, par la physique des particules. On va croiser en chemin l'atome, les interactions fondamentales, la matière noire, jusqu'à éventuellement atteindre ce qu'on peut appeler la cosmologie quantique. Et on fait ça parce que quand on monte en énergie, quand on monte en énergie, est-ce que le pointeur fonctionne? Pas vraiment, c'est pas grave. Quand on monte en énergie, donc, on explore des distances de plus en plus petites. Et quand on monte en énergie, on monte aussi en température. La température est reliée à la température moyenne, par exemple, dans un gaz, est reliée à l'énergie. On peut faire une corrélation ou une transformation énergie-température. Et en fait, je vais vous parler plus tard d'un collisionnaire qui permet de produire des températures de milliards de degrés dans des volumes extrêmement réduits qui nous permettent de remonter aux premiers instants dans l'univers. On peut aussi passer par la droite. Par la droite, on explore l'infiniment grand.
Donc, on fait de l'astronomie et on retrouve l'astronomie galactique et on pense qu'il y a un lien entre les premiers instants de l'univers, la façon dont l'univers s'est organisé du point de vue quantique et la façon dont les structures ont ensuite évolué vers les grandes structures cosmologiques. Donc, je vais vous faire ce chemin. Ce chemin, il passe par un certain nombre de grandes questions. Les grandes questions qu'on se pose, je pense, c'est des questions qu'on se pose tous plus ou moins, qui sont presque de niveau philosophique. Et maintenant, en physique, on commence à y toucher. Alors, évidemment, on n'a pas des réponses nécessairement. Des fois, c'est juste le comment et pas toujours le pourquoi. Mais en tout cas, on commence à toucher à ces sujets-là. Pourquoi y a-t-il de la matière dans l'univers? Pourquoi l'univers est-il si vaste? Est-ce que l'univers obéit à des règles inévitables? Est-ce qu'on est le fruit du hasard? D'une façon un petit peu impressionniste, je vais toucher à tous ces sujets-là jusqu'à arriver à la fin vers les découvertes les plus récentes au CERN et comment ça influe sur ces diverses questions. Maintenant, le chemin que j'ai choisi pour le faire, c'est quelque chose d'un peu particulier. Plutôt que de plonger vers le cœur du noyau atomique ou plutôt que parler d'interaction, je vais parler de la masse. Parce que le concept de masse est un des concepts qui nous permet de remonter de l'infiniment grand à l'infiniment petit de façon assez subtile. Donc, il y aura un certain nombre de subtilités. C'est pas grave, je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible où elles apparaissent et ensuite, ça sera peut-être une incitation aussi à aller fouiller plus loin. Je vais vous convaincre, j'espère, que la masse traverse toute l'histoire de la physique moderne, que ça prend toute son ampleur avec l'interaction faible. Vous vous demandez c'est quoi l'interaction faible, je vais y revenir. Que c'est relié vraiment à l'origine de la matière et des interactions dans les tout premiers instants de l'univers, donc on va y remonter, et que ça bouleverse, comme je disais, le récit de la naissance de l'univers. Pour étudier cette question de la masse, on a construit les plus grands collisionnaires au monde, on a construit les détecteurs les plus complexes qui ont jamais été conçus dans l'histoire de l'humanité. Et on a réuni des milliers de scientifiques de toute la planète qui ont été mobilisés pendant plusieurs décennies. Juste pour vous dire que ce sujet de la masse est vraiment un sujet absolument fondamental et important en physique. Donc, je vais l'aborder à travers, dans un premier temps, Galilée, Newton, Maxwell, Einstein. Ça va être une espèce de survol rapide des éléments clés chez ces différents géants, parce qu'on est sur les épaules d'un géant. Je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu ces géants. Je vais en avoir croisé quelques-uns au cours de la présentation. On verra que ça prend toute son ampleur avec l'interaction faible. Donc là, on sera passé de la masse à un concept qui est très proche du concept de l'inertie de la matière. On verra que l'interaction faible écrase absolument tout et que pour sauver les choses, on a besoin d'avoir une solution. Je vais vous parler de ça. C'est le champ de Higgs et l'apparition donc du vide. Je parle bien d'apparition du vide tel qu'on le connaît dans l'univers tel qu'on le connaît. Donc, je vais parler de ça un petit peu. Et vous montrer que on habite dans un univers improbable, rempli et potentiellement susceptible d'être né à partir de bulles de vide. Donc, le sujet est un peu difficile, mais en fait, je vais essayer de le faire le plus simplement possible. Donc, je commence, premier élément, premier chapitre, en quelque part, la notion de masse de Galilée à Newton et de Maxwell à Einstein. Ça va commencer très simple. S'il y a des petits bouts où on se perd, c'est pas grave, on va rattraper après. Donc, ne vous inquiétez pas. Au début, c'est très simple. On fait une pesée sur une balance à trébuchet. Ça, c'est ancien, antédiluvien. Et c'est ce qu'on ressent tous, c'est que la masse est une espèce de constante de proportionnalité qui est liée au poids. Et c'est le reflet d'une certaine quantité de matière. Donc ça, pour l'instant, tout le monde suit, c'est très simple. C'est aussi, si vous ingurgitez de la masse, ça vous change aussi le poids sur la balance. C'est le même concept intuitif qu'on a de la masse. Il y a eu un premier pas de géant qui a été franchi avec un géant qui est Galilée, qui ne s'est pas jeté en bas de la tour de Pise, comme le raconte l'histoire. Il a simplement constaté que la masse est une propriété extensive. On peut prendre la masse, on en rajoute, et quand on en rajoute, la somme des deux, c'est la somme des masses. Ça suffit, parce que si on a derrière ça l'idée que la masse est une constante de proportionnalité au poids, c'est fini. Automatiquement, ces objets-là tombent à la même vitesse, et la chute des corps est indépendante du poids. Donc c'est simplement par raisonnement qu'on peut trouver directement que la chute des corps est indépendante du poids. L'histoire de la tour de Pise est une très belle histoire que je raconte aussi, mais qui ne s'est pas passé comme ça. La masse, pour l'instant, c'est un truc très simple. Ensuite, ça évolue. On accède vraiment à l'universel. J'ai repris ici. Les formules ne sont pas plus compliquées que ça dans la présentation. Donc, le poids est proportionnel à GG, c'est une accélération. Et quelle que soit la masse, quel que soit le poids, toutes les masses tombent à la même accélération, à la même vitesse.
Ça a été transformé à un concept vraiment universel par Newton, un autre géant de l'histoire des sciences, et qui a généralisé cette relation-là, en fait, à toutes les interactions. F égale ma, ce n'est pas juste la gravitation. F égale ma, c'est quelle que soit la force, la masse est ce qui va résister à la force. C'est cette espèce de constante cet objet qui résiste à la force. Et en fait, si vous lancez une fusée dans l'espace, très très loin dans l'espace, très loin dans le ciel, ben, vous poussez la masse et vous poussez avec l'accélération, et ce qui résiste à l'accélération, c'est la masse. Donc, la masse, c'est ce qui résiste à la force. On a évolué, hein, c'est un peu différent déjà de ce que dit Galilée. Mais Newton va plus loin. Newton dit que la masse, c'est aussi ce qui permet de faire agir la gravitation. C'est l'espèce de charge de la gravitation. Deux masses interagissent entre elles par la notion de gravitation. Si vous y pensez bien, c'est un truc extraordinairement bizarre. La masse, c'est ce qui est responsable de l'attraction gravitationnelle, ça on l'a dit, mais c'est extraordinairement bizarre parce que pourquoi est-ce que l'objet, la chose qui résiste à la force au milieu de l'espace quand il n'y a plus la moindre action de la gravitation nulle part autour est la même chose que ce qui est responsable de l'attraction gravitationnelle? C'est un truc très très bizarre. Ce n'est pas résolu en mécanique classique. En mécanique classique, on constate expérimentalement que la masse, qu'on appelle la masse inertielle, ce qui résiste à la force, c'est la même chose que la masse gravitationnelle. OK. La masse, c'est aussi quelque chose qui rentre en proportionnalité dans des choses très communes, comme la conservation de l'impulsion et de l'énergie cinétique. Si vous n'êtes pas familier avec le concept mathématique, pensez à jouer au billard. Quand vous jouez au billard, intuitivement, vous devinez que si vous envoyez la boule pour la taper un peu à droite, l'autre va partir à gauche, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là forment quelque chose qui est conservé. On appelle ça la conservation de l'impulsion et de l'énergie cinétique, l'énergie en fonction de l'énergie qui est donnée. Et dans chaque cas, il y a une constante de proportionnalité qui est la masse. Et ce qu'on doit ajouter à ça, qui est intimement relié, c'est que la physique est invariante pour des mouvements relatifs uniformes. Si vous êtes dans un train, toute la physique est la même. Vous pouvez parler, jouer aux cartes, jongler, lancer des balles. Vous pouvez réfléchir. Ça veut dire que toute la physique aussi du corps humain est complètement invariante, quel que soit le mouvement uniforme. Rien ne change. Ça, c'est la physique classique. OK. À un détail près, si vous voulez, par exemple, si vous lancez une balle dans un train et que je veux connaître la vitesse par rapport au quai, je dois lui ajouter la vitesse du train ou je dois lui ajouter la position qui est le produit de la vitesse fois le temps. Voilà, quelques éléments de base. Maintenant, je vais changer et évoluer un petit peu vers l'électromagnétisme. L'électromagnétisme, c'est responsable donc de l'électricité du magnétisme, la cohésion de l'atome. Et on va voir que les choses changent de façon vraiment très subtile. Donc, la théorie pour l'électromagnétisme, c'est la théorie de Maxwell-Lorentz. Je ne vais pas rentrer dans les formules, juste vous rappeler, vous avez peut-être déjà vu des gens qui se promènent avec ce petit T-shirt où on écrit les équations et on dit, ben, il y aura la lumière. Ces 4 équations qui décrivent les phénomènes électriques et magnétiques en termes de champs macroscopiques, ça c'est simplement la traduction mathématique de quelques centaines d'années d'expérimentation détaillée. Et on y rajoute à ça, ben les champs électriques, les champs magnétiques, c'est quelque chose de macroscopique. On fait le lien avec le microscopique en rajoutant une équation qu'on appelle l'équation de Lorentz, qui est la façon dont les charges réagissent à ce champ électromagnétique. Et en fait, le petit miracle, mais c'est vraiment un petit miracle, c'est que ces équations qui sont construites que sur la base de descriptions expérimentales de phénomènes, quand on les met sous forme mathématique, on s'aperçoit qu'il y a une solution qui est une onde, et magie, c'est la lumière. Et ça fait partie de ces grands miracles des mathématiques dans l'histoire des sciences, un des plus grands miracles de l'histoire des sciences. On le sait maintenant que la lumière est cachée dans ces équations. À aucun moment Maxwell pensait qu'on pouvait facilement accéder à cette onde électromagnétique pour la simple raison que Maxwell pensait que l'onde électromagnétique, comme l'air a besoin, comme le son a besoin de l'air pour vibrer, comme la vague a besoin de l'eau pour faire des vagues, on pensait que l'onde électromagnétique avait besoin d'un support qu'on appelait l'éther. Et comme il y avait ce support, une espèce de support mécanique étrange, et qu'on ne connaissait pas ce support mécanique, on ne savait pas comment l'exciter, comment produire une onde. Donc ça a pris bien du temps, il a pris 23 ans avant qu'on découvre l'onde et qu'on sait maintenant que cette onde dérive directement, explicitement de ces équations-là. Ce qui est intéressant ici, pour la présentation que je fais, où je suis le concept de la masse, c'est que les champs, dont la lumière, qui a une masse nulle, elle transporte de l'énergie et de l'impulsion. Je
Je vous ai dit avant que la masse, c'est la constante de proportionnalité pour l'impulsion ou la constante de proportionnalité qui rentre dans l'expression de l'énergie. Là, j'ai un objet qui n'a pas de masse, mais qui a de l'impulsion et qui a de l'énergie. Tout de suite, vous savez qu'il va se passer un truc bizarre derrière. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui va se passer, c'est certain. OK. Donc, le champ électromagnétique, je reprends la phrase, transporte de l'énergie et de l'impulsion. Attention, masse nulle. Les charges électriques sont source de champ électromagnétique. Une charge, ça produit un champ électrique. Si la charge se déplace, attention, dans le champ, il y a de l'énergie et de l'impulsion, il se passe quelque chose automatiquement. Il y a une inertie. Hein, si je peux écrire, en fait, pour une charge, quelque chose qui ressemble à une formule impulsion égale masse fois la vitesse, et on ne voit pas. Il y a un petit truc qu'on ne voit pas là, c'est pas grave. OK? Et donc, le champ électrique possède une inertie. Si je déplace une charge, j'ai donc une inertie qui est associée à ce champ-là. La question s'est posée longtemps, est-ce que le champ électromagnétique lui-même pourrait être à l'origine de la masse? La réponse moderne, on la connaît, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et non seulement ça ne fonctionne pas, il se passe un truc bizarre. Dans le champ électromagnétique qui entoure une charge ponctuelle, si la charge est de dimension et une charge élémentaire, une particule élémentaire, l'énergie contenue dans le champ est infinie. Première fois dans l'histoire des sciences qu'on rencontre un infini. Un infini lié à l'inertie et une inertie liée à la masse. Tout ça dans un contexte où la masse de la lumière est égale à 0. Voilà. L'autre phénomène étrange, c'est que les équations de Maxwell-Lorentz, ils ne sont pas invariantes sous transformation galiléenne. Je dis les mots savants, ce que ça veut dire, c'est que normalement, quand vous êtes en mouvement, les équations qui décrivent la physique quand vous êtes en mouvement ne sont pas les mêmes que si vous êtes au repos. Alors, ça contredit le principe absolument fondamental qui est le principe de l'invariance en fonction du mouvement uniforme. Et ça veut dire que si vous regardez comme il faut les équations et que vous rentrez un aimant dans un solénoïde, vous allez avoir un champ magnétique qui évolue en chaque point de l'espace, qui évolue dans le temps, et vous allez générer un courant dans la boucle du solénoïde. Et si vous faites l'inverse, c'est-à-dire que l'aimant est fixé dans l'éther de Maxwell, et que vous bougez dans le sens inverse, vous avez un déplacement mécanique. Ce déplacement mécanique dans un champ qui, lui, dans l'espace, est complètement fixe, subit une force, je vous l'ai dit tantôt, la force de Lorentz, et il se produit ce courant. L'effet physique est le même, mais deux descriptions complètement différentes, avec la même physique. Et ça, c'est ce qui était la base, le point de départ, qui était le point absolument intolérable pour Einstein. Et en fait, les difficultés sont liées aux termes qu'on appelle les termes d'induction, c'est-à-dire que la variation de champ magnétique dans le temps produit du champ électrique, la variation de champ électrique dans le temps produit du champ magnétique. Et c'est ces termes-là qui rendent les équations impossibles à être invariantes sous transformation à la Galilée. C'est là le problème. On ne peut pas réparer, si on répare, on perd la lumière. Et on a besoin de la lumière. Donc, l'origine du mal, c'est la lumière. La vitesse, elle est ancrée dans la théorie. Elle est attachée à la théorie, la vitesse de la lumière. Et le rapport entre les unités électrostatiques, si vous prenez une charge au repos, la force, l'intensité de la force, ou un courant électrique qui produit un champ magnétique, le rapport entre ces deux unités, c'est la vitesse de la lumière. C'est donné dans la théorie, c'est fixé, c'est gelé dans la théorie. En fait, il n'y a pas besoin de lumière pour mesurer la vitesse de la lumière. D'ailleurs, la vitesse de la lumière a été mesurée sans lumière. Ça a été mesuré en 1956 par un monsieur qui s'appelle Weber. Et il a trouvé une vitesse qui est exactement la même que celle de la mesure directe de Fizeau, qui a été une mesure expérimentale directe de la vitesse de la lumière. Et c'est après, bien après, une dizaine d'années après, que Maxwell nous dit que la lumière, c'est une ondulation transverse du même milieu que celui qui est à l'origine des phénomènes électriques et magnétiques. Voilà. Le nœud essentiel, la lumière, elle est fixée par la théorie. Je me déplace dans un autre référentiel, j'ai la même théorie. Je peux remesurer la vitesse de la lumière. Quel que soit le mouvement, je peux toujours mesurer la vitesse de la lumière. Je vais toujours trouver la même vitesse. Elle est ancrée dans la théorie. Mais ça ne va pas, puisque pour faire des transformations de Galilée, il faut que j'additionne la vitesse. Quand je lance la balle dans le train, je dois additionner la vitesse du train. Je ne peux plus l'additionner. La vitesse de la lumière est constante, quel que soit le référentiel. Tout le monde a compris que ça avait posé un problème absolument insurmontable. Il y a eu plusieurs solutions. Et la bonne, c'est Einstein, qui fait la révolution. L'idée, c'est que la description de la physique, elle doit être invariante. Lui, il dit, elle doit être invariante, elle ne peut pas en être autrement. Moi, je dis, il n'existe pas de champ électrique et magnétique. En fait, c'est une chose, une entité, qu'on appelle le champ électromagnétique. C'est la même entité. Voilà. Ensuite, la lumière, c'est un paquet d'énergie-impulsion de masse nulle. Une vision un petit peu différente.
de celle du champ de Maxwell. Eh bien, il n'existe pas de temps universel. Ça a la conséquence, je vais vous l'expliquer dans 2 petites secondes. Si on abandonne le fait qu'on puisse additionner les vitesses, c'est automatique. Il n'y a plus de temps universel. Il n'y a pas de référence privilégiée. Et en fait, on transporte tous, chacun, notre propre horloge. Nos horloges sont synchronisées juste parce qu'on ne se déplace pas très rapidement les uns par rapport aux autres. Donc, on arrive à peu près à se synchroniser. Mais il faut savoir que l'instant présent, partagé par tous, c'est une espèce d'illusion extraordinaire. C'est justement une illusion. Il n'y a pas de temps présent. Le temps est une illusion. En tout cas, le temps présent, partagé par tous, est une illusion. C'est la conséquence directe, inévitable. Ce n'est même pas très difficile à démontrer. Malheureusement, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que la vitesse de la lumière, qui sont des mètres par seconde, c'est ce qui va vous permettre de relier l'espace au temps. C'est une constante fondamentale. C'est devenu quelque chose qui est une constante fondamentale. Ce n'est plus nécessairement juste l'objet de l'électricité et du magnétisme. C'est une façon de relier l'espace et le temps. D'accord? Donc, tout est relatif et se transforme. Les transformations de Galilée, on ajoute vitesse ou on ajoute vitesse fois le temps pour l'opposition, évidemment, ça s'écroule. Donc, il faut les redéfinir. Là, il y a quelques formules, je mets juste les versions les plus simples. Si on est en mouvement, on mesure le temps, les longueurs et la masse. Vu depuis un référentiel fixe, le temps se dilate. Gamma, c'est la constante de dilatation. Les longueurs se contractent. Et l'énergie possède une inertie. Conséquence directe, absolue. Et c'est vraiment, si vous allez fouiller, vous ne trouverez pas beaucoup sur Internet parce que c'est un bordel, mais en fait, c'est relativement simple. La démonstration, si vous connaissez le théorème de Pythagore, vous pouvez démontrer ces transformations de Lorentz vraiment, relativement facilement. Donc, c'est que le théorème de Pythagore. Je l'ai écrit ici un petit peu différemment. Vous êtes habitué avec E égale MC2. La vérité, c'est E égale gamma MC2. C'est comme ça qu'on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que si je prends un proton qui a la masse 0 et que je l'accélère dans un grand collisionneur au CERN à 7 TeV, ça veut dire 7000 fois l'équivalent de sa masse, j'aurai son temps ralenti par un facteur 7000, j'aurai sa longueur contractée par un facteur 7000 et son énergie augmentée par un facteur 7000. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Le facteur de Lorentz, c'est quelque chose qui part de 1, donc quand je suis à faible vitesse, on ne le sent pas du tout, et ensuite qui diverge quand j'approche la vitesse de la lumière. C'est 1% pour à peu près 14% de la vitesse de la lumière, c'est déjà 42 000 km/s, donc c'est rapide. La plupart des gens ont la réaction, ça ne me concerne pas, ça va très vite. Attention, c'est pas tout à fait vrai. Quand vous regardez un courant électrique dans un fil électrique, le courant électrique dans un fil électrique, il faut penser à une vague sur l'eau. La vague, elle se déplace assez rapidement, mais l'eau, elle reste en place. En fait, dans un courant électrique, les électrons se déplacent, mais très rapidement, très lentement. L'effet se propage rapidement, mais les électrons se déplacent, en gros, à peu près à la vitesse d'un escargot. Si vous prenez un fil, vous le connectez, il y a un petit escargot qui se déplace, ça, c'est les électrons qui se déplacent dans le fil, à la vitesse d'un escargot. Et pourtant, l'effet est totalement relativiste. La raison, c'est qu'il y en a énormément, 10 puissance 23, le nombre d'Avogadro, un nombre absolument considérable. Donc, un effet microscopique de dilatation du temps et de contraction des longueurs, mais la somme de tous ces électrons fait que le champ électrique est devenu un champ magnétique quand je l'ai fait circuler dans mon fil. Comme ça que ça fonctionne. Donc, ça, c'est quelque chose d'extraordinairement intéressant. Moi, je vais m'intéresser à E égale MC2 pour l'essentiel maintenant. Juste vous rappeler, juste parce que c'est toujours amusant, un certain nombre d'effets, vous trouverez sur Internet 1 million de références à ça, plein de gens qui s'y perdent, mais franchement, c'est relativement simple. Et juste pour vous dire ce qui arrive, donc là, c'est un train qui traverse un tunnel. Le tunnel est dans mon référentiel au repos. Si la personne sur le quai mesure le train est plus court que le tunnel. Si la personne dans le train était au repos à un moment donné, il sait très bien que le train ne peut pas tenir dans le tunnel, il est plus grand que le tunnel. Moi, je vous dis que le train, il est vraiment plus court que le tunnel quand je suis sur le quai. C'est pas qu'il n'est pas... il est là, il est plus... Évidemment, la différence à la fin tient à cette notion de simultanéité. Je vous dis qu'il n'existe pas d'instant commun. Quand celui sur le quai dit « je vois le train » en même temps, il est dans le tunnel, l'autre n'est pas d'accord sur la notion d'en même temps. Parce que le temps, l'instant présent n'est pas partagé par tous. Un autre effet, là vous voyez deux jumeaux qui me ressemblent un peu. Un sédentaire, un voyageur. C'est beaucoup détérioré depuis, vous allez voir. Voyage de 2 ans, facteur de Lorentz gamma égale 20. Si je traduis en vitesse de la lumière, c'est 99,99875 fois la vitesse de la lumière. Le jumeau, il part, et il revient. Et boum, il s'est passé 40 ans. Il s'est passé vraiment 40 ans. Et les jumeaux identiques sont désormais une différence d'âge de 40 ans.
Quand ils se retrouvent, après, ils sont jumeaux, toujours identiques, mais ils ont 40 ans d'âge de différence. Là, vous vous dites, ah, ça dépend des interprétations. Ça... Non, non, c'est un truc qu'on voit tous les jours. Nous, dans nos laboratoires, en physique des hautes énergies, on contracte le temps, on dilate l'espace à tous les jours, tout le temps. Et un exemple que je peux vous donner qui est très commun, on est bombardé par des muons cosmiques qui nous tombent sur la tête depuis l'espace. Et on observe couramment des muons qui ont un temps de vie qui devrait leur permettre de franchir à peu près 500 ou 600 mètres. On observe couramment des muons qui ont un facteur gamma, une vie allongée d'un facteur 100, d'un facteur 1000. On peut allonger la vie d'un muon aussi longtemps qu'on le veut si on lui fait approcher de la vitesse de la lumière. Voilà. OK, ça c'est mes muons cosmiques. Ben, Einstein, il nous dit qu'il y a une seule masse pour les gouverner toutes. En fait, lui, il nous dit que la masse et l'énergie, c'est la même chose. Et mieux que ça, la masse inertielle et gravitationnelle sont strictement égales. Et au moins localement, si je tombe parce que ou si je pousse et que je subis une accélération localement, c'est absolument impossible de discerner l'effet d'un effet de gravitation. La conséquence de ça, après les calculs mathématiques assez complexes, c'est que la masse-énergie courbe l'espace-temps. J'ai commencé avec la masse qui est un poids, j'ai fait ensuite la masse-inertie, puis maintenant je vous dis, il y a une équivalence masse-énergie, et l'énergie-masse, ben, ça courbe l'espace-temps, et l'origine de l'inertie, en fait, c'est cette courbure-là de l'espace-temps. La masse-énergie courbe l'espace-temps. Soit dit en passant, on s'est débarrassé de l'interaction gravitationnelle, hein, il n'y en a plus. En tout cas, conceptuellement, maintenant, la masse-énergie courbe l'espace-temps. On ne peut pas parler d'interaction au sens d'une interaction entre deux masses. Il se passe quelque chose de différent maintenant. Donc, seule subsiste la masse inertielle dans le théâtre de l'espace-temps. J'en arrive donc à, vous voyez bien que c'est important de s'intéresser à la masse parce que ça nous dit à peu près tout ce qu'on peut connaître sur l'univers, en tout cas à grande échelle, et on va voir que c'est aussi à petite échelle. OK, donc, on passe maintenant à l'inertie et les fondations foudroyées. La masse possède de l'énergie. L'équivalence masse-énergie, c'est toutes les énergies. Hein. Que je bouge, que je relie, si j'ai un atome qui est lié, si j'ai un noyau qui est lié par l'énergie, tout ça, c'est de la masse. Hein. Et masse, équivalence masse-énergie, ça concerne toutes les formes d'énergie, pas juste... voilà, toutes les formes d'énergie. L'énergie liée au mouvement, l'énergie liée à la liaison, l'énergie liée à la chaleur. Hein. Je chauffe, hop, le truc est plus massif. Je l'ai chauffé, les molécules se déplacent plus rapidement, E égale MC2, boum, j'ai gagné de la masse. L'énergie dissipée, etc. Toutes les formes d'énergie. En chimie, par exemple, une molécule de CO2, elle est plus légère que la somme carbone-O2. Un noyau stable, sa masse est inférieure à la somme des masses des protons et neutrons, ce qui fait qu'il est stable, donc j'ai perdu de l'énergie. Je dis tantôt que la masse est un concept additif. Non. Seul l'était chez Galilée, seul n'est plus chez Einstein. Je peux rajouter de la masse et perdre... Je peux rajouter et perdre de l'énergie. Hein? Si je prends carbone, oxygène 2, je les rajoute et je perds de la masse. Et le noyau est instable. Si la masse est supérieure à la somme de ses constituants, on peut faire de la fission spontanée. Donc, le mariage avec la mécanique quantique a des conséquences vraiment saisissantes. Vous avez tous vu le talk d'Alain Aspect, absolument passionnant. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais faire la formule la plus simple qui soit, qu'on appelle le principe d'indétermination. J'ai le produit d'une position fois une impulsion qui doit être supérieure à une constante. Cette contrainte-là, ça implique la chose suivante, la vraie chose suivante, que si je prends une particule et que je l'oblige à être dans un tout petit volume, elle devient complètement folle. Son impulsion devient complètement indéterminée. E égale MC2, je viens de gagner de l'énergie. Il suffit ça, et je gagne de l'énergie. Donc, E égale MC2, ça marche. Delta E, delta T, ça veut dire que je peux emprunter de l'énergie au vide. Je prends de l'énergie, hop, mais il faut que je la rende très rapidement parce que le produit doit être supérieur à une constante. Toujours le même principe de détermination mécanique quantique. Donc, je peux emprunter de l'énergie et échanger une particule très lourde, mais je ne peux pas l'échanger longtemps, donc elle n'ira pas très loin. Donc, si je crée une interaction avec une particule lourde, elle sera de très courte portée. Voilà. L'interaction électromagnétique, portée infinie, le photon de masse nulle. Donc, il peut aller jusqu'à l'infini. OK. Donc, on revient maintenant à la physique moderne. La matière ordinaire, ça c'est Richard Feynman. Elle est décrite comme ça, avec un proton qui interagit avec un électron via une interaction, à l'échange d'un photon. Le photon, c'est le paquet d'énergie que j'avais introduit au départ quand Einstein a compris qu'il se passait quelque chose de particulier avec la lumière. Et c'est ce qui fait tenir l'atome. Il se trouve que ça, on appelle ça l'électrodynamique quantique. Je vous ai passé tous les 40 années de développement. Et le calcul de la masse, parce que là, on peut calculer la masse, on donne, ça retrouve l'infini. Ah, merde. Comme en physique classique.
Sauf que, on a découvert que si on prend la masse mesurée et qu'on l'injecte dans la théorie, tous les problèmes sont résolus. On appelle ça, dans nos domaines, la renormalisation. On prend la masse mesurée, on la met dans la théorie, on résout les problèmes d'infini, les infinis sont disparus. Donc, on a au moins une solution, malgré le fait que la théorie nous dit la masse est infinie. La matière ordinaire, le noyau atomique, ça c'est le proton tel que vous le connaissez. Vous avez tous suivi la présentation de Roland Lehoucq, ou peut-être suivi, vous savez maintenant qu'en fait le proton est constitué de quarks. Surprise, les quarks sont extraordinairement légers. Extraordinairement légers. Normalement, quand je prends des masses et que je les mets ensemble, j'ai une énergie de liaison. L'énergie de liaison, c'est négative, je perds de la masse. Ah, oui, mais il y a la mécanique quantique. Là, j'ai des quarks extraordinairement légers. Je les contrains dans un volume extraordinairement petit. Ils viennent complètement fous. Leur impulsion part dans tous les sens. Je gagne de la masse. La masse du proton, je vous le donne en mille, c'est exactement ça. La masse du proton est largement supérieure à la masse des constituants. Et tout ça, c'est la relation énergie, principe de détermination. Votre poids est essentiellement déterminé, même pratiquement complètement déterminé, par la relativité d'Einstein et par la mécanique quantique. Surprenant, mais c'est comme ça. OK. Ça ressemble, le proton, il ressemble à ça, en fait. Tout est d'origine dynamique. Pour l'instant, je n'ai pas de petits grains de matière qui pèsent, ou en tout cas, ils ne pèsent presque rien. D'ailleurs, si je mets les quarks à presque zéro, ça revient presque au même. La masse du proton ne bouge presque pas. 97% de la masse, en fait, est due à cette dynamique. On est tombé sur quelque chose qui ressemble au rêve d'Empédocle. C'est tout simple. Il y a un quark U, un quark D. Donc, 2U, 1D, ça forme un proton. L'électron, tout ça ont des masses différentes de zéro. Ce sont les briques. Les briques de la matière qu'on appelle les fermions. Ce sont des particules de spin 1,5. Les bosons vecteurs, ce sont des particules, du point de vue de la mécanique quantique, qu'on appelle des particules de spin 1. L'interaction nucléaire forte, l'interaction électromagnétique, les deux de masse nulle. Et ces objets-là forment absolument toute la matière visible dans l'univers. J'ai bien dit visible. Toute la matière visible dans l'univers. J'ai besoin d'à peu près rien d'autre. Et c'est assez formidable quand même. Et j'ai compris la masse. Donc à peu près, on a à peu près tout compris. Sauf un petit détail. Un tout petit détail. Il existe aussi une interaction faible avec des particules qui sont très massives. Je vous l'ai dit, elles sont massives, ils n'iront pas loin. Donc l'interaction est à courte portée. À peu près 1/100 de la taille d'un proton, à l'intérieur d'un proton. Et cette interaction faible, elle a la fâcheuse idée de faire désintégrer ou rendre instable à peu près toutes les particules, sauf les plus légères. Si on est là, c'est parce qu'on possède en nous ce qu'on appelle la première famille des particules qui sont les plus légères. Ils n'ont rien en quoi se désintégrer, mais sinon, tout le reste des particules deviennent instables. En laboratoire, on peut produire d'autres familles de particules, mais non, voilà. Et l'interaction faible, je vous dis juste un petit mot sur l'interaction faible. Donc, instabilité intrinsèque des particules de matière, c'est la radioactivité. Le proton libre, il est parfaitement stable. Le neutron libre, il est parfaitement instable. Il se trouve qu'il est plus lourd que le proton. Zoom, il se désintègre. Les noyaux lourds radioactifs, comme ils sont très très lourds, les protons et les neutrons sont très faiblement liés. Zoom, l'un ou l'autre peut se désintégrer. C'est que le proton libre qui est complètement stable, parce que le proton libre, en fait, il n'y a personne en qui se désintégrer. Et heureusement, parce qu'on est là. Sinon, on ne serait pas là. Si le neutron était plus lourd que le proton, et c'est vraiment presque un coup du hasard, on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui. Donc, il y a plein d'applications intéressantes de la radioactivité. Je vous laisse là-dessus. Il y a eu des séminaires importants ici pendant ces journées de médiation. Ce qu'on sait moins, c'est que la radioactivité, c'est 50% de l'énergie de chaleur de la Terre. La chaleur est chaude parce que c'est radioactif. 50% de la chaleur, c'est bien. On pourra peut-être se chauffer un jour en exploitant la chaleur de la Terre. Ça équivaut à peu près à 50 000 réacteurs nucléaires, pour vous donner une idée. Et ça, c'est une mesure. On l'a mesuré en regardant les neutrinos qui sortent de l'interaction faible dans le milieu de la Terre. C'est aussi quelque chose qui est peut-être moins connu, qui est que l'interaction faible, dans le cadre à l'intérieur du Soleil, peut transformer des protons en neutrons et alimenter en deutérium le Soleil, ce qui fait que le Soleil brûle juste assez lentement. C'est une interaction faible. Elle ne va pas très vite. Et le Soleil brûle juste assez lentement pour qu'il soit encore là pour quelques milliards d'années grâce à l'interaction faible. Juste pour vous convaincre que l'interaction faible, ça vous concerne tous, c'est un truc vraiment, vraiment important. Le problème, c'est que l'interaction faible est de courte portée, les bosons sont massifs. Et en fait, c'est impossible d'avoir des bosons massifs dans la théorie. On ne sait pas. Dans la théorie, les bosons, toutes les particules doivent être de masse nulle, et en particulier le véhicule des interactions. On ne sait pas construire une théorie avec des particules qui véhiculent l'interaction qui ne soient pas de masse nulle. Toutes les particules doivent être de masse nulle.
Particules de masse zéro, c'est comme les photons, ça se déplace à 300 000 km/s. Un électron sans masse, ben, il n'est pas piégé par l'atome. S'il n'y a pas d'atome, ben, il n'y a pas d'étoile. S'il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de galaxie, et on n'est pas là. Donc, ben, on est quand même content qu'il y ait une interaction faible. Il y a un problème, c'est qu'on ne sait pas l'introduire. Donc, ben voilà, si vous essayez d'introduire l'interaction faible dont vous avez besoin par ailleurs, toute la théorie s'écroule. Problème, qu'est-ce qu'on fait? OK. Donc, champ de Higgs, apparition du vide. Modèle standard de la physique, ça marie la relativité et la mécanique quantique, je vous en ai parlé. Les fermions, donc les particules de matière, les bosons. En fait, il peut exister d'autres particules de spin 0 ou 2. Pour l'instant, on n'en avait pas trouvé. Les interactions, je n'en ai pas parlé, mais c'est des conséquences inévitables de principe de symétrie. Et j'ai besoin de conserver les symétries, sinon je perds les interactions. Mais si j'ai la symétrie, j'ai des particules de masse nulle, donc ça ne va pas. Donc je dois briser la symétrie. D'une façon ou d'une autre, il y aura une brisure de symétrie qui apparaît quelque part. Les symétries, les rôles fondamentaux, je dois signaler, j'ai montré Mme Curie, ça c'est une autre des grandes personnalités du XXe siècle qui est absolument inévitable, très près d'Einstein dans l'influence sur la physique moderne, qui nous dit que les symétries sont reliées à des lois de conservation. Il suffit, par exemple, de savoir que je fais une expérience ici et je la refais dans le temps ou dans l'espace ailleurs, automatiquement, mathématiquement, on peut démontrer que ça implique la conservation de l'énergie, la conservation de l'impulsion. Donc, cette relation mathématique profonde a été établie. Il se trouve qu'il y a une autre symétrie qu'on appelle l'invariance de jauge, dont je ne vais pas pouvoir vous parler aujourd'hui, mais ça implique la conservation de la charge, par exemple la charge électrique ou de toutes les charges reliées à toutes les autres interactions. Donc, la dynamique des interactions quantiques, c'est une conséquence inévitable des symétries, de cette fameuse symétrie. Donc, l'idée, c'est qu'on doit préserver l'essentiel, on doit préserver les fondements de la théorie, donc préserver les symétries. Donc, le contenu, il ne peut pas changer. Ça, il est établi. Il faut admettre l'existence de particules massives pour l'interaction faible. Je vous ai dit, on a vraiment besoin de cette interaction faible. Ben, il faut changer le contenant. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que les masses des particules apparaissent lorsque les champs d'interaction de matière sont plongés dans le vide qu'on appelle le vide physique. En fait, l'image qu'on a, c'est qu'au début de l'univers, on pense en tout cas qu'il est possible qu'il y avait juste rien. Et si je mets dans ce rien un champ dont je vais parler maintenant, qu'on appelle un champ scalaire. C'est comme, j'ai parlé du champ électrique, c'est un champ, sauf que le quanta associé à ce champ a un spin 0, donc ce qu'on appelle un champ scalaire. Ben, automatiquement, ce champ, il a cette propriété d'être répulsif du point de vue de la gravitation, et l'univers se met à gonfler à une vitesse extraordinaire. On appelle ça l'inflation, le champ de l'inflation. Ce champ, c'est un cousin proche, vraiment un cousin très très proche de ce qu'on appelle par ailleurs le champ de Higgs. En fait, c'est peut-être même le même. Certains théoriciens pensent que c'est le même. Ce n'est pas encore aujourd'hui. Et il apparaît à un moment donné le vide, c'est que le champ de Higgs apparaît, et boum, les particules deviennent massives. OK. La façon dont ça se fait dans le détail, ça c'est un peu compliqué, c'est pas grave. Ici, je montre, regardez juste le petit chapeau. C'est comme s'ils avaient, mathématiquement, hein, comme si la bille qui était au centre est tombée dans le chapeau à une certaine position dans le chapeau. Donc, je n'ai plus la symétrie autour du chapeau. Et la conséquence de cette brisure de symétrie, c'est que la masse du photon, la masse de la lumière qui transporte la lumière reste à zéro. La charge électrique apparaît, hein, elle n'est pas là avant, la charge électrique apparaît au même moment. La masse des bosons devient non nulle, et j'ai un champ scalaire qu'on appelle le champ de Higgs qui subsiste, et il y a un quanta associé à ce champ qui est le champ de Higgs. Donc en fait, le champ de Higgs, ben, il y a une masse. Hein, il ne peut pas être à un endroit fixe parce qu'il y a la mécanique quantique, donc il est incapable d'être au repos, donc il y a une masse. Il le sait au fond de ce puits de potentiel. Ça, ce graphique, c'est l'énergie potentielle à la verticale et la valeur du champ à l'horizontale. Il a une valeur non nulle de ce champ, ben, ça c'est le champ qui est associé au vide, 246 GeV. Il a une valeur non nulle dans le vide, donc il structure le vide à quelque part, et en fait les particules, ben, ils se cognent sur ce vide dans lequel il y a une énergie potentielle qui est non nulle. C'est comme si on se tient sur le bord d'une falaise avec une certaine énergie potentielle, on fait un pas, on tombe, ben là il y a une énergie associée au vide. Avant c'était zéro, maintenant avec le champ de Higgs, ben, il y a une énergie non nulle associée au vide. Les fermions, les particules de spin d'ennemi, existent en deux exemplaires, comme toutes les fermions d'ailleurs. Donc, un électron, c'est un électron gauche ou droit. Quand il interagit avec le vide, le gauche devient droit, le droit devient gauche. Quand il a les deux éléments, ce qu'on appelle la chiralité, cet objet devient un objet massif. Voilà comment ça se passe. Donc, j'ai un champ de Higgs qui est apparu à un moment donné dans l'univers, et les particules acquièrent une masse. Les bosons de l'interaction faible, qui étaient de masse nulle, deviennent massifs. L'interaction est confinée à petite distance. Et les interactions, la masse et les interactions telles qu'on les connaît dans notre univers sont apparues
au même instant. Tout cela a été spéculatif pendant plus de 40 ans. Ce qu'on savait, c'est que je vous ai dit qu'on avait un peu le rêve d'Empédocle, avec quelques particules qui suffisent à expliquer toute la matière. Le problème, c'est que dès qu'on plonge tout ça dans le vide physique, boum, il apparaît toute une complexité qui vient se greffer par-dessus et dont le champ de Higgs est largement responsable. Il se tient au milieu de tout ça. J'ai toujours mes bosons d'interaction faible et de l'électromagnétisme. J'ai toujours les fermions de matière, de spinodomie. Et les interactions, en fait, ne distinguent pas les trois familles. Donc, j'ai plusieurs familles. Donc, c'est souvent, on vous montre le modèle standard, on vous montre les trois familles. En fait, pour ce qui est des interactions, ils ne voient pas la différence entre les deux. Dès que j'interagis avec un, c'est comme si les autres se mélangent. D'ailleurs, ils se mélangent allègrement dans nos expériences. Voilà. OK. On a donc recherché le signal de l'existence de ce champ de Higgs. Je dis qu'il doit exister un quanta ACCHE100 qui structure le vide. Ce sont justement ce qu'on a fait au collisionneur LHC à Genève, dans la banlieue de Genève. On explore l'infiniment petit, donc on monte en énergie. On crée de la matière éphémère à très grande masse, donc pour créer de nouvelles particules. Et on accède à la physique des premiers instants parce qu'on monte en température, 10 puissance 17, 10 puissance 18 degrés, donc 10 milliards de degrés concentrés sur le volume d'un proton. Et ça reproduit à peu près les conditions de l'univers, 1 millième de milliardième de seconde après le Big Bang. Donc, on est à 9,99997 fois la vitesse de la lumière pour chaque proton. On a observé des événements dans différents modes de désintégration. Et vous avez peut-être entendu parler, le 4 juillet 2012, on a découvert donc le boson de Higgs. C'est publié en 2012, il y a eu prix Nobel en 2013. C'est en ce moment le papier le plus cité de l'histoire des sciences. Ben, la preuve, elle est là, c'est ce petit objet, cette petite bosse à 125 GeV. Et ce que je vous montre à droite, c'est le résultat actuel. Après une dizaine d'années de mesures, que toutes les particules s'alignent parfaitement dans un graphique masse versus couplage. Donc, c'est bien ce champ de Higgs qui est à l'origine de la masse de toutes les particules, que ce soit les particules de matière ou les particules d'interaction. Pour terminer, donc, juste rapidement, vous donner quelques éléments. On connaît donc l'origine de la masse pour toute la matière visible dans l'univers. Le résultat prouve qu'il n'existe que 3 familles de fermions. Ça, c'est une chose que je n'ai pas pu aborder. Et selon les modèles cosmologiques, on a 27% de la densité d'énergie de l'univers qui est sous la forme de matière noire, qui est indétectable, et 68% qui est de la forme d'énergie noire. Donc, on a tout expliqué, tout ce que l'on voit, les planètes, les étoiles, nous, le plancher, la salle, sauf que, on nous dit, ça c'est gentil, c'est 100% de l'univers visible, mais l'énergie, la masse énergie dans l'univers est sous une forme différente, qu'on appelle la matière noire, une masse attractive. On ne sait pas ce que c'est noir, ça veut dire on n'en sait rien. Et il existe aussi une énergie, je vais l'appeler sombre, parce que si on dit noir, les gens pensent que c'est la même chose, c'est quelque chose de complètement différent. Il y a une répulsion gravitationnelle, l'univers continue à s'étendre, et cette répulsion gravitationnelle, c'est 68% de la masse énergie dans l'univers. C'est répulsif, je vous ai dit, le champ de Higgs est répulsif, c'est peut-être le champ de Higgs qui est responsable de cette énergie noire. Certains le disent, mais c'est des théories un peu exotiques. Voilà. On dispose pour la première fois dans l'histoire d'une théorie valable qui est à toutes les échelles. On peut aller jusqu'à l'échelle de Planck. L'échelle de Planck, c'est une constante fondamentale qui est formée à partir qui nous permet de relier, disons, le moment où la physique telle qu'on la connaît s'arrête parce que la gravité devient quantique. On a au moins une théorie qui, en principe, peut aller jusqu'à l'échelle de Planck. Sauf qu'on a trouvé la masse exactement en ce point-là au milieu, c'est-à-dire vers le bas, on avait des théories pour stabiliser la masse, vers le haut, on était capable d'aller jusqu'à l'échelle de Planck, et entre les deux, on est au milieu de nulle part. La nature nous a choisi la masse la plus exotique qui soit, 125 GeV, c'est exactement là où on aurait peut-être aimé ne pas la trouver, ce qui fait qu'on ne sait vraiment plus où aller derrière. La conséquence, c'est que le champ de Higgs, il voit la masse. Il voit même à l'échelle de Planck d'une éventuelle gravité quantique, des fluctuations quantiques qui génèrent même des trous noirs, des masses absolument extraordinairement élevées. Il les voit et il est sensible à ça et pourtant il est en équilibre et on ne comprend pas cet équilibre. C'est pour nous en tout cas, une des plus grandes questions qui subsistent en physique aujourd'hui. L'autre problème, c'est que si je vais jusqu'à cette échelle de Planck, en chemin, tout s'écroule, et pas à l'échelle de Planck, bien avant l'échelle de Planck. Quand je dis que tout s'écroule, ça veut dire que le vide lui-même devient instable. Et ça veut dire, en tout cas mathématiquement, que le vide physique tel qu'on connaît, peut disparaître. Et s'il disparaît ici, et ça se propage à la vitesse de la lumière, ça bouffe tout l'espace-temps, et l'univers disparaît avec. Et ça, c'est un peu gênant. Il se trouve que le temps, la probabilité que ça se produise, extraordinairement petite, 10 puissance moins 180 pour être précis.
Donc, c'est un nombre tellement énorme, tellement petit qu'on peut dormir tranquille. C'est bien plus long que le temps de vie de l'univers lui-même. Et juste ce concept-là, se dire que, tiens, le vide lui-même est instable dans l'univers, moi, ça me dérange. Donc, on essaie de trouver autre chose pour résoudre ce problème. Je vous ai dit que le boson de Higgs nous ramène aux premiers instants de l'univers, où se sont figées les lois de la physique. Mais on peut imaginer qu'aux premiers instants, ça ne s'est pas produit partout en même temps dans l'univers. Par exemple, on peut imaginer que ça s'est produit à un certain endroit et... Ah, on ne voit pas le petit film ici, c'est pas grave, je vais le mettre comme ça. On peut imaginer qu'au début de l'univers, il y a eu cette transition de phase et le champ de Higgs est apparu ici, ça fait une petite bulle du vide physique tel qu'on le connaît. À côté, il y a des bulles de faux vide et ces bulles de vrai vide se développent et rentrent en collision. Et quand ils rentrent en collision, ça déforme l'espace-temps et on pourrait les observer. Donc, quelque chose qu'on pense pouvoir observer avec les futures générations qui vont faire de l'observation d'ondes gravitationnelles primordiales. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être voir, les collisions de bulles de vide quand l'univers s'est formé dans les premiers instants. Voilà. Donc, j'arrive à les conclusions. La découverte de l'origine de toute la masse inertielle dans l'univers, c'est un formidable triomphe pour l'esprit humain, sans aucun doute. C'est un moment absolument exceptionnel dans l'histoire des sciences. La nature profonde, dynamique de la masse est liée à l'origine même de la matière des interactions dans les premiers instants de l'univers. Étonnant, mais c'est comme ça. Donc, on est remonté au début de l'univers en cherchant à comprendre la nature de la masse. Le vrai vide, le vide quantique et les champs scalaires, ça joue un rôle vraiment important dans l'histoire de l'univers. On n'a pas complètement tout compris encore. Et les lois de la physique dans notre espace-temps ont acquis un caractère inévitable, mais notre univers est devenu extraordinairement improbable. On ne sait pas pourquoi il tient, et je ne vous en ai pas parlé, mais il y a aussi l'idée que si on modifie les paramètres du tout début de l'univers, dans les tout premiers instants d'un petit chouïem, l'univers soit évolue vers un grand vide, soit il se recroqueville, et on est juste entre les deux, à l'endroit où il est parfaitement stable. Et ça, c'est très, 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 très étonnant. Donc, il reste d'énormes problèmes à résoudre. Merci beaucoup. Yves Sirois, venez donc vous asseoir à mes côtés. On a un petit quart d'heure pour discuter, et ce ne sera pas trop après tout ce que vous nous avez raconté. Une question peut-être, toute bête, je me lance, et puis après on verra s'il y en a dans la salle, parce que évidemment c'était complexe, mais ça soulève un tas de questions. La première, toute bête, vous nous avez parlé de toutes ces particules, de tous ces... On commence à comprendre énormément de choses, à rentrer dans l'infiniment petit de la matière. On est persuadé qu'il y a eu ce Big Bang, ce moment où tout a commencé. Mais ce moment où tout a commencé, avec ce tout petit point, on nous dit tout ça, tout ce dont vous avez parlé, toutes ces particules, tout ça tenait dans un tout petit point pour arriver à... Moi, je vous ai dit... Je vous ai dit, en fait... écoutez, franchement... On s'arrête au moment où apparaissent la matière et les interactions. Tout le reste, c'est de la spéculation. Donc là, je vais spéculer. Donc, la vision qu'on en a aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'y a rien au début. Vous me dites tout, mais il n'y a rien. En fait, tout apparaît au Big Bang, mais le Big Bang, ce n'est pas le temps zéro, ce n'est pas au moment où l'univers se met à croître. En fait, si je prends une fluctuation quantique, une petite fluctuation quantique quelconque, et je rajoute un champ scalaire, qui est un cousin du champ de Higgs, ça fait de la répulsion. Donc, ce truc-là gonfle l'espace-temps, spontanément. Et en fait, malheureusement, je ne peux pas faire ici, mais c'est tout simple. L'équation est tout simple, vraiment à la portée d'un collégien. Donc, en fait, si je mets un champ scalaire dans l'espace-temps, boum, l'espace-temps se met à croître. C'est mieux qu'une équation, là. Et en fait, il croît, et quand il croît, ça se refroidit. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe dans un aimant supraconducteur. Vous refroidissez l'aimant supraconducteur et il résiste au courant, il résiste, mais d'un coup, quand c'est suffisamment froid, bang, il tombe à zéro et il devient supraconducteur. C'est un peu la même chose. C'est un peu, je dis pas que l'univers est supraconducteur, mais c'est un peu le même principe. Il y a eu, à un moment donné, ça refroidit, et là, le champ de Higgs s'installe, et boum, les particules deviennent massives, les interactions deviennent celles qu'on connaît, la gravitation se met à agir à plein pied, parce que les particules sont massives, etc. Donc, j'ai besoin d'avoir à ce moment-là toute la matière condensée dans l'univers, mais l'univers est déjà très grand. Et en fait, cet univers très grand, ça ne paraît pas ici parce qu'on est nombreux et on a l'impression qu'il y a plein de choses, mais en fait, l'univers est presque vide. Dans une dizaine de grammes de matière, j'ai 10 puissance 23, c'est le nombre d'Avogadro, c'est un nombre absolument considérable d'atomes. Mais dans 1 mètre cube, en moyenne dans l'univers, il y a moins d'un proton. Un seul proton.
moins d'un proton dans un mètre cube. En fait, l'univers est vide. Il a l'air plein parce que la masse s'est agglutinée, mais à grande échelle, on fait la C'est-à-dire que là, on est plutôt une anomalie de l'univers, on n'est pas du tout représentatif voilà le bon mot. de l'univers. Nous sommes une anomalie. Oui, et on est très content d'être une anomalie, mais on est une anomalie. Est-ce que, alors, je ne suis pas sûr de tout comprendre ce que vous racontez, hein, pour être absolument honnête, mais quand vous dites au début, finalement... C'est très bien. Ben oui, non mais, et puis je pense qu'eux-mêmes, les astrophysiciens, n'ont pas encore tout compris non plus, hein, pour rester modeste. Mais alors, au tout début, puisque tout n'existe pas encore, ce qu'il y a avant le Big Bang, c'est plus une énergie infinie qui va devenir matière. On pourrait le formuler comme ça? Encore une fois, j'ai faux. On est dans la spéculation totale. Tout le monde connaît le principe de la conservation d'énergie et je ne veux pas traumatiser les gens. Donc, le fait est que la conservation d'énergie, c'est dans un système fermé et l'univers ne peut pas être considéré comme un système fermé déjà. Et en fait, l'énergie dans l'univers, elle n'a pas besoin d'être conservée. Rien dans la théorie ne demande que l'énergie de tout l'univers soit conservée. Et moi, je viens de vous dire que quand je mets du champ de Higgs, l'espace-temps gonfle et le champ de Higgs, il prend plus, il y a un plus grand volume. Je suis obligé de rajouter de l'énergie potentielle, en tout cas. Donc, j'ai pas besoin d'avoir l'énergie au début pour qu'elle soit là après. À un moment donné, quand ça se fige, à partir de ma transition où j'ai le champ de Higgs, là, les choses doivent être telles qu'elles sont. On pense, nous, qu'à partir de ce moment-là, toutes les lois de la physique sont écrites. À ce moment-là qu'elles sont écrites. Elles n'ont jamais bougé depuis. Mais avant cet instant-là, et c'est pas quand l'univers est petit, il est déjà énorme. Je vous ai montré la courbe, il est déjà il a gonflé de façon considérable. Il a gonflé en fait 2 puissance 100 fois avant d'atteindre le moment où se produit cette transition. C'est tendancieux cette façon de dire, à ce moment-là, toutes les lois sont écrites. On va vous dire, elles sont écrites par qui? De quoi vous êtes en train de nous parler? Il y a un grand créateur qui s'occupait de tout ça? Je laisse à chacun, et je suis infiniment respectueux de choix de chacun de mettre ce qu'il veut dans cette phrase-là. Ce que je dis moi, ce que l'on dit nous, et encore une fois, il y a plein de choses à découvrir. Mais je vous ai parlé du fameux théorème de Noether et de Émilie Noether, à fouiller parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement important. En fait, il suffit de poser les symétries. En fait, dans le 20e siècle, on a passé des décennies à chercher les symétries. Et une fois qu'on a trouvé les symétries, les principes de symétrie, tout découle. En fait, c'est obligatoire. L'interaction électromagnétique ne peut pas être autrement si on a posé la bonne symétrie. L'interaction nucléaire forte ne peut pas être autrement, etc. Donc, la façon dont la physique s'organise, ça dépend vraiment des symétries. Il pourrait exister des univers où les symétries sont différentes. On n'est pas dedans parce que s'il y a des gens qui pensent qu'il y a peut-être des multi-univers et que dans tous ces univers-là, la plupart s'écroulent et nous, on a la chance d'être dans celui qui ne s'est pas écroulé. L'autre idée aussi, c'est que peut-être, en fait, tout ce que je dis là, c'est de la spéculation. Peut-être qu'avant, c'est complètement différent et qu'en fait, on est dans une espèce de système quantique qui s'est plus ou moins régulé lui-même et qui a évolué vers la structure que l'on connaît aujourd'hui. Peut-être qu'en fait, ça redevient complexe avec la mécanique quantique avant, on ne sait pas. Donc, on est juste à un point de transition, mais on ne sait pas ce qu'il y a avant, vraiment. Bon, allez, quelques questions dans la salle. Vous levez la main, on vous apporte un micro et si vous pouvez vous lever pour la poser. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Je vais vous poser une question purement théorique. Est-ce qu'on peut considérer qu'un objet de masse nulle puisse voyager un jour à la vitesse de la lumière? Un objet de masse nulle Pardon, excusez-moi, un objet de masse non nulle. J'allais dire un objet de masse nulle voyage déjà, c'est la lumière. C'est même une équivalence. C'est pas que la lumière. Hein. On parle de vitesse de la lumière, c'est parce qu'on a trouvé pour la lumière. Mais s'il existait d'autres objets de masse nulle, on parlerait de la vitesse de, je sais pas quoi. C'est la vitesse de la lumière parce que c'est un paquet d'énergie de masse nulle. Pour l'instant, on n'en connaît pas d'autres. On a longtemps pensé que les neutrinos étaient de masse nulle. On sait aujourd'hui que les neutrinos ne sont pas de masse nulle. Vraisemblablement, ils font comme tous les autres particules de matière. Ils se cognent sur ce vide où est présent ce champ de Higgs et ils acquièrent leur masse. Peut-être qu'ils acquièrent leur masse de façon peu exotique. Ça reste un sujet extrêmement intéressant. Et pour un objet de masse non nulle, alors? Pour une masse non nulle, vous avez vu cette constante de dilatation de Lorentz. Ça prend en fait une énergie infinie. Donc la réponse est pratiquement non. Mais on est quand même à la 8e décimale quand on les accélère au CERN. Ça veut dire qu'un proton dans l'accélérateur du CERN vit une vie qui est 7000 fois plus courte que celle que l'on voit. Si on le fait tourner 24 heures, lui, il a passé quelques minutes à tourner seulement. Bon, en tout cas, le vaisseau qui avance à la vitesse de la lumière, ça, c'est pour ça que on n'y croit même pas. Hein. C'est un exemple qui est très marquant
mais qui est complètement impraticable. C'est pour ça que je vous ai dit, attention, c'est pas que... Donc les gens spéculent, c'est vrai, c'est pas vrai. Non, non, on voit tous les jours avec des particules, on crée des particules, on peut leur allonger la vie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le muon dont la vie s'allonge, lui, comme il nous voit bouger par rapport à lui, il voit notre espace qui est contracté. Donc il vit sa vie normale, mais dans un espace qui est beaucoup plus court. Donc, il se désintègre, puis il a l'impression d'avoir franchi une distance parfaitement raisonnable. En fait, c'est que dans notre référentiel, il a vécu longtemps. Dans son référentiel, il ne s'est pas propagé longtemps. Donc, voilà. Donc, c'est le facteur inverse entre la contraction et la dilatation. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Les rayonnements sont de masse nulle. Mais si on regarde les expériences qu'on fait, on arrive à faire interagir des rayonnements avec la matière. Si on prenait le principe que la matière pourrait être constituée simplement de rayonnements prisonniers qui interagissent avec les rayonnements, la masse des rayonnements deviendrait non nulle dans le fait qu'elles interagissent simplement avec d'autres rayonnements. Et ça rechangerait complètement la façon de regarder la masse des rayonnements. Qu'en pensez-vous ? Voilà. Alors dis donc, hein, les questions sont aussi compliquées à comprendre que les explications. Hein. Moi, je démissionne. Hein. Je suis extraordinairement impressionné. Oui, non, c'est une excellente question. Déjà, comme on le voit aujourd'hui, un électron, vous connaissez tous un électron. On ne vous le dit pas toujours parce que c'est compliqué, puis il faut faire simple. Mais un électron, du point de vue théorique, ça n'existe pas comme tel. Hein. Ce qui existe, c'est un électron gauche, c'est pas exactement la gauche, la droite, mais entre c'est électron gauche, on appelle ça un électron gauche, un électron droit. Du point de vue quantique, on appelle ça un électron gauche et droit. Et l'électron, c'est un mélange des deux. Et ce mélange des deux, le fait qu'ils se tiennent ensemble tout le temps, c'est la conséquence de leur interaction avec le vide. Donc, d'une certaine façon, l'électron lui-même est un objet de masse nulle, c'est un rayonnement, hein, qui interagit avec le vide quantique, le vide qui contient ce champ de X, et il devient massif parce qu'il se transforme. Le boson de Higgs, c'est une interaction. On n'en parle pas comme ça la plupart du temps, mais c'est une interaction. Ça transforme les nombres quantiques associés à l'électron gauche en nombres quantiques associés à l'électron droit, et les deux se mélangent. Et la somme des deux, avec cette interaction, l'énergie contenue dans ce truc-là, c'est la masse. Donc c'est effectivement dynamique. Et la masse, elle est dynamique. C'est-à-dire que si je regarde une masse et que je la sonde de plus en plus profondément, je vais la voir évoluer. Donc la réponse à la question, c'est que c'est déjà comme ça. La masse, c'est un concept dynamique. En fait, j'ai fait émerger toute la masse inertielle à partir de principes qui sont des principes dynamiques. Ça, c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. Une autre question dans la salle, n'hésitez pas. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous parlez durant votre conférence du néant et du vide, oui. Et j'ai du mal à comprendre la différence finalement entre le vide et le néant. Et qu'est-ce que c'est que le vide finalement? Ça, c'est une extrêmement bonne question. C'est une extrêmement bonne question. Le néant serait quelque chose dans lequel il est comment dire? Ouais, c'est pas facile à répondre. Ah oui. Si Étienne Klein est dans la salle... Oui, parce que Étienne Klein a écrit un livre entier sur le vide qui est absolument passionnant. Je vais vous dire déjà ce que c'est que le vide dont je parle moi. C'est un vide dans lequel il existe ce principe d'indétermination lié à la mécanique quantique. C'est-à-dire que si je le mets à zéro, je n'ai pas d'énergie, une énergie moyenne exactement nulle, je peux soutirer de l'énergie, extraire une particule, je la crée, je crée une particule, je crée une antiparticule, et comme je l'ai emprunté, tout ce que j'ai respecté, c'est que le produit de la quantité d'énergie que j'ai empruntée fois le temps doit ne pas excéder une certaine valeur. Donc je dois le rendre rapidement. Plus j'emprunte, c'est comme à la banque, hein. J'emprunte, je peux emprunter au vide, mais je dois le rendre, plus j'emprunte, plus je dois le rendre rapidement, sinon j'ai un problème. Donc le vide physique permet de faire ça. Dans le néant, je ne peux pas extraire d'énergie, je ne peux pas créer de la matière, je ne peux pas créer de l'antimatière. Ensuite, tu vas me poser la prochaine question que je sens que tu allais me poser, qui est, ou que vous alliez me poser, pardon, excusez-moi, cher. Non, mais... que vous alliez me poser, qui est, oui, mais qu'est-ce que c'est que l'espace et le temps? C'est des questions qui rentrent dans le domaine de la physique, mais qui sont extraordinairement spéculatives et on peut facilement se planter là-dedans. Je ne vais pas trop explorer, mais en tout cas, on pense que le temps et l'espace émergent avec
la physique, en fait. Donc, quand tantôt on m'a parlé d'avant, ben, le mot avant n'a pas de sens. Ou en dehors, ben, le mot en dehors n'a pas de sens, parce que l'espace-temps est contenu dans ce volume qui gonfle, dans lequel, plus je gonfle, plus je rajoute de l'espace qui contient ce fameux vide quantique. Donc, voilà. J'ai l'impression que le néant, c'est plus rien que le vide, à vous écouter. Oui, absolument. C'est ça un peu, hein, si je devais le... Hein, j'irai pas plus loin de cette le vide, c'est très bien. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai retenu. Vous avez lu le livre. Étienne Klein m'a un peu aidé. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On a le temps d'en prendre une. Allons-y. Oui, bonjour. Une question que je voulais vous poser hier, j'ai pas eu le temps. Toujours sur le vide. Est-ce que le vide à l'intérieur de l'atome est le même que le vide à l'extérieur de l'atome? Et est-il envisageable d'utiliser l'énergie du vide pour résoudre nos problèmes d'énergie? Alors, utiliser le vide pour résoudre nos problèmes d'énergie. Bon, sur le dernier morceau de la question, je n'en ai aucune idée. Pour utiliser le vide. Hein. On est un peu dans la configuration de Hertz, à qui on demandait à quoi ça sert la lumière. Vous venez de découvrir la lumière est une onde électromagnétique. Ben, il dit à rien, à vérifier la théorie de Maxwell. Puis on sait que quelques années après, on avait la télégraphie à distance, on a découvert voilà. Donc les rayons X, etc. Donc ça, je ne sais pas vous dire. On est trop en amont dans nos recherches pour que je puisse vous donner maintenant le vide suffit à créer un univers. Ça. Donc, il y a quand même moyen d'extraire quelque chose. Mais la réponse est, on n'en a pas une moindre idée. Je ne vois pas de lien direct et c'est totalement improbable dans la durée de temps qu'il nous reste avant qu'il n'y ait plus de pétrole et plus de ouais. Voilà. Donc, priori, on va pas miser pour ce qui est du vide dans le noyau, c'est le même vide quantique. En fait, on extrait du vide. En fait, c'est assez fascinant quand on y pense, parce que on sonde le vide à quelque part et on extrait du vide toutes les interactions que l'on connaît qui servent à constituer le noyau, l'interaction nucléaire, l'interaction faible, l'interaction électromagnétique. On peut, en concentrant de l'énergie pure, faire émerger des objets qui respectent un certain nombre de lois de la physique, comme si dans ce vide, il y avait inscrit, alors on revient sur le mot inscrit, ouais. Les fameuses symétries dont nous dit Mme Noether sont directement responsables des propriétés. Donc, ces symétries sont écrites à quelque part dans notre description du vide quantique. Merci infiniment. Je crois qu'il y a un livre auquel vous avez participé qui est en vente à la librairie ici. Oui, c'est un peu une revue des différents champs de recherche dans nos laboratoires. Donc, il y a ces sujets de cosmologie, il y a ces sujets sur le champ de Higgs, et il y a plein d'autres choses dedans. Donc, comment s'intitule-t-il C'est Les Deux Infinis, je crois. Les Deux Infinis. Donc, pour ceux qui souhaiteraient y jeter un œil et peut-être l'acheter, donc il faut aller à la librairie. C'est un peu difficile, enfin pas difficile d'accès, mais on ressort d'abord du bâtiment et on re-rentre par l'entrée de la librairie. Voilà, pour ceux qui voudraient approfondir ce sujet, qui mériterait évidemment qu'on s'y penche de façon plus longue. Un grand merci à vous, Yves Sirois. Merci.